Bonjour Bertrand Scholler, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. J'ai assisté au procès, enfin en partie au procès intenté par Brigitte Macron à une dizaine, c'est ça, une dizaine de citoyens français. Bonjour Stéphanie. Bonjour, contre notamment vous, Zoé Sagan et d'autres personnes dont je ne citerai pas le patronyme, qui sont des citoyens anonymes entre guillemets. J'ai assisté à un certain nombre de débats et puis au fait que les prévenus ont pu venir s'expliquer à la barre. J'ai trouvé ce procès relativement inquiétant et je me suis demandé si on était dans la prévention du cyberharcèlement ou bien dans une vraie attaque déguisée de la liberté d'expression. En tout cas, ici, vous avez tout loisir de pouvoir vous exprimer. Et comment vous avez vécu ce procès déjà pour commencer? Et comment tout a commencé? Alors déjà, je vais parler brièvement de ce qui se passe depuis 3 jours. Oui. Et qui est véritablement symptomatique de tout ce qu'on nous dit. Donc nous, on est censé être des personnes qui harcèlent sur les réseaux, en particulier sur le réseau X, Brigitte Macron. Et la période qui a été prise en compte, c'était une période, je crois, ça doit dater avec un premier tweet d'Aurélien vers novembre 2023, et ça doit finir fin 2024. Dans mon cas, ce n'est que 15 jours, puisque c'est une période qui va de fin août, donc ça doit être vers le 20 août, 23 août, jusqu'au 10 septembre. Pour une raison bien simple, c'est qu'à partir de 10 septembre, mon seul compte sur les réseaux sociaux, qui est X, est censuré pendant 2 mois. Et d'ailleurs, il ne réapparaît qu'au moment de ma garde à vue. Donc, c'était quand même bien de signaler. Et donc, ils ont pris quasiment l'intégralité des tweets que j'avais fait pendant cette période parce que je marchais vers Compostelle et les autres tweets étaient des images où je sonnais des cloches, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 jours? Et là, avant qu'on commence l'émission, je regardais. En fait, il y a 10 personnes qui sont accusées de cyberharcèlement sur la personne de Brigitte Macron et je pense qu'on reviendra en détail là-dessus. Mais ces 10 personnes, et en particulier 3 qui sont accusées d'être des instigateurs, sont en ce moment harcelées par les grands médias, par les grands journaux, au-delà de toute possibilité raisonnable. C'est du harcèlement, c'est des menaces. C'est des insultes. Il y a même eu des menaces de mort. Ça a été répété par les avocats. Des gens qui disent ces gens sont des cafards, il faudrait les écraser, les exterminer. Ça a été dit sur TF1 par une journaliste. Je ne vais même pas vouloir lui faire de la pub. Il y a d'autres journalistes très connus, très appréciés entre guillemets par la complosphère, comme Pascal Praud pour le citer, qui explique qu'en fait, si lui était juge ou si lui faisait la loi, il ne se contenterait pas de condamner à une amende les personnes incriminées, il prendrait absolument tout ce qu'il possède. C'est-à-dire qu'il les ruinerait, et ensuite je ne sais pas quoi, peut-être qu'il proposerait de les empaler, ou de les cuire, ou de les donner à manger, ou peut-être même qu'il proposerait de nous envoyer à Gaza pour que d'autres nous exterminent, parce qu'on sait tous que cette chaîne n'a pas montré beaucoup d'empathie pour le sort des Gazaouis, au contraire. Mais cette chaîne, qui n'a aucune empathie pour des mères enceintes, pour des enfants, pour des vieillards qui sont tués quotidiennement et qui recommencent à être tués, d'un seul coup a une empathie pour une femme de président qui n'apporte aucun certificat des UMJ, qui ne démontre aucun lien de cause à effet par rapport au témoignage de sa fille sur laquelle je pense qu'on reviendra, et un témoignage sympathique d'un médecin, mais comme l'ont répété les avocats, qui ne serait recevable nulle part. Mais comme il a été remis le dimanche soir à 19h50, évidemment, les avocats n'ont eu absolument le temps de rien faire pour obtenir que ce certificat ne soit pas considéré comme valable, puisque c'était manifestement ce qui s'appelle en général un certificat de complaisance. C'est d'ailleurs un médecin qui dit « je crois que, on dirait que, il y a des machins, etc. etc. » Bref, il ne dit rien, mais il faut croire qu'il dit tout.
Et donc c'est complètement incroyable, mais c'est surtout ce lynchage. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, au palais de justice, le premier jour, on était dans une salle qui était déjà pleine de journalistes. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues, parfois de province, de loin, peut-être 200 personnes, j'ai pas fait le calcul, qui étaient venues pour dire on est solidaire de ces personnes, ou on est curieuse, puisqu'il y a certaines personnes qui étaient là et qui étaient inquiètes pour elles, en disant mais j'ai aussi tweeté sur ce sujet, j'ai aussi parlé de ce sujet, est-ce que je risque quelque chose? Qu'est-ce que je risque, moi, personnellement? Et je pense qu'à écouter ce qui s'est dit, ils comprennent bien que si toutes les personnes sont condamnées, ça veut dire que la France entière qui a osé s'exprimer sur ce qu'on appelle l'affaire Brigitte Macron peut être condamnée à de la prison avec sursis, des amendes, mais surtout l'humiliation médiatique, puisque ce que je voulais dire, c'est que à peu près 80% des places de la première salle étaient occupées par des journalistes qui retranscrivaient en temps réel absolument tout ce qui était dit, mais qui avaient des rédactions derrière qui reformulaient très différemment ou qui resélectionnaient. Et j'ai pu le voir dans mon cas personnel, puisque ce qui était dit de moi n'était pas ce que j'avais dit. Ça ressemblait. C'était un peu comme du Canada Dry par rapport à du whisky. C'était similaire, mais pas du tout la même chose. Et donc, dehors, il y avait des dizaines de caméras. Les grandes chaînes, toutes les grandes chaînes d'information continue, certains médias alternatifs, entre guillemets, en général moins bien équipés, moins nombreux, mais pas beaucoup finalement, très peu, et pas très dans l'empathie. En fait, ils avaient tous déjà choisi avec qui ils allaient parler, et ce n'étaient pas des gens qui étaient prévenus. On voit passer en boucle en ce moment Xavier Poussard, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais qui est particulièrement heureux du procès qui se passe en ce moment. Parce qu'en fait, ça remet au goût du jour tout son travail très important dans son livre. Et moi, j'ai pas vu les émissions, j'ai pas eu le temps de les voir, mais j'ai un certain nombre de personnes qui les ont vues et qui m'ont dit cette petite réflexion anecdotique en disant bah vous êtes en train de prendre cher, mais lui, il gagne beaucoup. Et c'est très intéressant parce que est-ce que c'était intéressant ou pas qu'il soit là? Parce qu'on va revenir, je pense, ensemble. Là, je fais une introduction un peu large, mais il y avait 10 prévenus. Et le procureur a eu l'amabilité de considérer qu'il y avait des instigateurs et des suiveurs. Et les suiveurs, on avait l'impression que c'était une Star Academy de la France, des gens qui sont sur leur canapé, qui sont méchants, aigris, extrême droite, transphobes, etc. Et il y avait vraiment tous les profils. Le professeur d'EPS qui s'est fait taper sur les doigts et qui décide de fermer tous ses réseaux sociaux, sauf Facebook, pour garder pour la famille, et qui dit « j'ai compris la leçon ». Finalement, Internet et débattre de la vie politique et géopolitique, laissons ça aux autres. Moi, je veux plus en entendre parler. Peut-être un jour, j'ouvrirai un compte pour observer, mais mon droit de m'exprimer sur la chose publique est terminé. D'autres, bah écoutez, je sais pas, j'ai 12 personnes qui me suivent. Ça fait 1 an que j'ai pas un seul cœur sur une publication. J'ai commenté quelque chose, j'ai retweeté quelque chose, mais monsieur le juge, monsieur le procureur, les gens que j'ai retweetés, Marcel D, Black Bond, Géopolitique Profonde, Toxin, Didier Maisto, Vérity France, etc., Idrissa Berkane, Xavier Poussard, eux ne sont pas là. Vous nous avez choisis sur la base de « nous avons pris les 10 plus virulents ». Mais je n'ai jamais retweeté Bertrand Scholler. Il est là. Je n'ai pas retweeté Zoé Sagan. Mais j'ai retweeté des comptes qui ne sont pas là. Je suis un petit compte
Et il y a des énormes comptes qui n'ont fait que parler de ça depuis des années, qui ont eu tôt fait de se faire oublier d'ailleurs, depuis sur ces sujets-là, qui n'ont aucune solidarité pour nous les plaignants, qui eux ont fait leur beurre d'une vulgarité à grande échelle, d'une méchanceté à grande échelle. Pourquoi ne sont-ils pas là? Sont-ils utiles au système? Sont-ils des gens pratiques? Parce que par ailleurs, ils parlent des martiens, ils parlent de la Terre plate, ils parlent de l'affaire Macron, de l'affaire Brigitte, de QAnon, de ceci, de cela. Est-ce que ces gens-là ne sont pas inquiets? Parce qu'en fait, ils ont créé autour d'eux un environnement, entre guillemets, tellement étonnant qu'il fallait prendre d'autres personnes, nous, les petites gens, pour effrayer tout le monde, pour effrayer tous les enfants, pour effrayer tous les parents, pour effrayer tous les grands-parents qui, un peu comme ma mère ce week-end, ou d'autres personnes proches de moi, disent « Bertrand, mais arrête tout, ils vont vous détruire ». Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les grands médias, c'est la destruction. Et les médias qui sont censés être solidaires avec nous, comme disait ce prévenu qui avait un tout petit compte et qui était incriminé pour avoir retweeté Marcel D, pour avoir retweeté Didier Maistre, un autre pour avoir retweeté Black Bond, machin, etc. On a tous les tweets qui ont été retweetés. Et les avocats, personne n'a compris pourquoi ces personnes n'étaient pas là. Puisque quand vous êtes un enquêteur, quand vous êtes un procureur, et que vous cherchez, vous avez décidé de choisir un critère qui ressemble plus à une rafle alphabétique ou hasard, on y reviendra, mais vous avez décidé de sélectionner 10 personnes. Pourquoi pas 15, pourquoi pas 5, pourquoi pas 40, pourquoi pas... Voilà. Sur 38 qui ont été mis en garde à vue, dont un handicapé à 80%, dont, on y reviendra. Mais quand vous identifiez des personnes comme virulentes, qui ne font que retweeter des grands comptes, qui ont des audiences de 200, 300, 400 000 personnes, qui font ça sur plein de réseaux sociaux. Parce que par exemple, moi je ne suis que sur X, mais la plupart des gros comptes que j'ai cités sont sur X, sont sur Facebook, sont sur Instagram, sont sur Telegram, où ils ont des très gros comptes également. Donc à eux seuls, ils forment une caisse de résonance importante. Et effectivement, avec ces retweets, il y a d'autres personnes. Donc où est la logique? À quel moment la partie civile décide, et le procureur, de se sentir plus blessé et détruite par les tout petits comptes qui retweetent des très grands comptes? Expliquez-moi la logique. Mais vraiment, expliquez-moi la logique, moi j'ai pas compris. Moi-même, les personnes qui me suivent depuis très longtemps, et encore une fois, il fallait écouter les réponses aux questions. N'essayez pas de me faire un procès d'intention. J'ai jamais dit que j'avais pas à être là. Je le répète tout le temps. On doit chacun faire face à nos propres responsabilités. Je suis quelqu'un de public. Je dis des choses qui dérangent. Et cette affaire m'a effleuré pour un certain nombre de raisons. On pourra rentrer dans le détail ou pas, mais il se trouve que fin août, alors que j'étais en pèlerinage, comme je pense quasiment la France entière, puisque cette photo était sur TF1 surtout, j'ai vu la fameuse séquence de photos à Brégançon. Alors on sait depuis que c'est une photo qui a été vue plusieurs milliards de fois, et la totalité des photos l'ont été encore plus, parce qu'elle a été reprise par tous les grands comptes du monde entier, en particulier les grands comptes américains. Je crois que rien que sur cette photo, Candace Owens a dû faire 26 millions de vues. Tucker Carlson l'a reprise, peut-être il a fait 15 ou 20 millions de vues. Elon Musk l'a pas reprise. Mais il est possible que taquin, il la prenne un jour ou l'autre pour expliquer que des gens ont été mis en garde à vue pour avoir republié une photo qui avait été publiée à l'origine, asseyez-vous bien, par une des filles, Laurence, de Brigitte Macron. Alors, je ne sais pas si vous réalisez que la fille en question n'a pas été embastillée.
Encore une fois, elle est à l'origine de la publication de ces photos. En 2024 sur Instagram. Voilà. Publication retirée quelques jours après? Non, publication retirée pendant le procès. Ah d'accord. Parce qu'en fait, ils ont une telle assurance d'eux-mêmes, une telle assurance qu'en fait les personnes vont être brisées. Mais en réalité, on a eu tous, les uns et les autres au moment du procès, comme ceux qui ont assisté ont pu s'en rendre compte, de la chance d'avoir des bons avocats qui se sont proposés, qui se sont investis. D'ailleurs, Carlo Brusa l'a dit lui-même, il a été le dernier à parler, à conclure. Il a dit, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance de plaider dans un procès aussi important, qui est peut-être le procès le plus important de toute ma carrière. Et quand vous avez tous les avocats qui étaient là, Maud Marion, Jérôme Bertrand, Brossolette, je ne connais pas tous leurs noms. D'Angléan, etc. Tous ces avocats ont tous dit que c'était un procès extrêmement important. Symbolique et emblématique. Symbolique et emblématique. Mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux qui sont censés être dans la résistance et les gros comptes de la résistance? On a aujourd'hui, et je vais le citer d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Maître Divisio, qui dit « Vous nous faites chier avec cette histoire de Brigitte Macron ». Ça va 5 minutes. Divisio qui a fait pendant des années tous les plateaux d'Hanouna, etc., sur tous les sujets du monde, qui a été un héros de la résistance, qui a proposé, qui a voulu créer des chaînes, qui a créé des conférences, qui a créé énormément de choses, qui a été quelqu'un qui a fait rêver beaucoup de personnes, qui a donné de l'espoir à beaucoup de personnes, et qui devrait savoir la portée de ce qui est en train de se passer, qui devrait avoir une idée très précise de l'accumulation de souffrances des Français, du ras-le-bol d'un certain nombre de personnes. Comment voulez-vous que, comme l'ont dit un certain nombre de prévenus, quand vous découvrez que la femme du président de la République française a des frais de fonctionnement de plus de 400 000 € par an à l'Élysée, quand vous découvrez qu'il y a des frais de coiffeur, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas rentrer dans la polémique, de maquillage, mais qu'on sait également qu'elle est quasiment intégralement habillée par les filiales de Louis Vuitton. On le sait, elle en est fière. La marque Louis Vuitton, que je cite, est fière également de l'habiller, parce que rappelons-nous qu'on l'a présentée à une époque comme les plus belles jambes du monde. Il y avait le Mozart de la finance d'un côté, et les plus belles jambes du monde, c'était l'espoir, le couple le plus romantique, le plus glamour de la Terre. Quand il y avait des rencontres officielles, que ce soit avec Trump sur les Champs-Élysées en 2017, pour le défilé, les médias, les journalistes disaient « Eh ben, ça a quand même beaucoup plus d'allure, le couple Macron, que le couple de Donald Trump avec Melania. » Mais non, mais il suffisait d'écouter. On nous expliquait qu'il y avait un conte de fées. Sauf que les personnes qui vivent avec 800 €, 1200 €, eux, ils n'aiment pas les contes de fées, F-E-E-S, contes C-O-N-T-E-S de fées. Ils aiment les comptes, comme la comptabilité, des faits, sans aucune référence avec faits et documents. Des faits, la comptabilité F-A-I-T-S. des faits, F-A-I-T-S. Et donc, quand on leur dit qu'avec les frais de fonctionnement de Brigitte Macron, ils pourraient vivre à 40 dans l'année, évidemment, ils commencent à avoir de la haine. Et on leur a dit pendant des années que c'était un couple extrêmement romantique, etc. Et finalement, au fur et à mesure du temps, il y a des polémiques énormes qui commencent. Moi, cette polémique, j'en ai entendu pour la première fois, comme un gag, en 2017 chez Drucker. Oui, d'ailleurs, vous disiez que vous aussi, au départ, cette affaire vous paraissait burlesque et sans intérêt. Voilà. Mais il faut bien savoir, quand on vit dans le milieu, entre guillemets, dans lequel j'ai vécu toute ma vie. Socioculturel, privilégié, avec des bons diplômes, etc. Quelque chose comme ça qui est maintenu secret de la sorte, ça ne paraît pas raisonnable. Parce qu'il faut mettre en œuvre tellement de choses pour que ça fonctionne que c'est délirant.
Sauf que, à écouter directement Xavier Poussard, qui a fait un travail considérable, moi, j'avais pas écouté Natacha Ray. J'ai toujours pas écouté les vidéos, donc j'ignorais tout ça. Mais j'ai rencontré Xavier Poussard sur un malentendu, puisqu'il m'avait cité dans un fait document de façon fausse, et ça avait causé beaucoup de troubles contre moi, parce que ce mensonge, entre guillemets, cette erreur, m'avait nui. Par rapport à une société avec Monsieur Attali. Exactement. Et ils ont rectifié. Ils ont rectifié. Donc ça, c'est bien. Mais les gens qui avaient pris l'information du journal d'origine n'ont eu de cesse depuis de citer en référence le journal d'origine et pas les rectifications du suivant. Mais en réalité, maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire, quoi? J'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai dit dans des dizaines d'émissions. Et puis, en réalité, moi, je suis pas vraiment le sujet. On en parlait tout à l'heure. Le sujet, c'est Gaza. Le sujet, c'est les tensions avec la Russie. Le sujet, c'est les tensions dans le monde entier, Venezuela, etc. Moi, je suis pas un sujet. Et l'affaire Brigitte est un énorme divertissement mondial. On va y revenir. Oui. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir Xavier qui m'expliquait les choses. Et réellement, quand on écoute Xavier, c'est fascinant, c'est vertigineux. Mais jusqu'à là, il y avait les équipes de Pressibus, Amandine Roy et Natacha Ray, Xavier Poussard, puis une équipe, entre guillemets, qu'il a formée pendant un certain temps, vraiment avec Aurélien Poisson. Pour investiguer. Oui, pour investiguer, mais surtout, ils ont fait le travail qui était toujours celui d'Aurélien et de Xavier. Xavier était dans l'investigation et Aurélien était dans le questionnement de la société. Il n'y avait aucune méchanceté, ni de l'un ni de l'autre. Et il mettait l'un au service son temps et son professionnalisme. Et je sais que Xavier Poussard était en relation avec beaucoup de journalistes, avec beaucoup d'administration, il avait beaucoup d'informations, énormément de documents, et Aurélien était devenu quelqu'un qui était le confident de gens qui veulent faire exploser des affaires. Il a permis, par exemple, il a eu exactement, par exemple pour Coé, pour d'autres dossiers, et en général, Aurélien faisait ça avec des journalistes. On lui reproche aujourd'hui. En fait, on reproche aujourd'hui aux gens d'être un lanceur d'alerte. Et en plus, Aurélien n'est pas un lanceur d'alerte en tant que tel, comme il l'a très bien expliqué, même si les médias ont considéré qu'il avait mal expliqué. En fait, Aurélien, c'est un peu un poète créatif. Un artiste écrivain avec une imagination débordante. Et au début de l'intelligence artificielle, il a réalisé que ça pouvait l'aider. Il pouvait créer un nouveau genre. Exactement. Et il a décidé de créer un nouveau genre avec manifestement beaucoup d'efficacité, puisqu'il a écrit des livres de cette manière. Il est rentré dans des grosses maisons d'édition qui ont pilonné les livres, on ne sait pas trop pourquoi. Donc la plupart de la production littéraire de Zoé n'a pas été commercialisée, en tout cas quand il était entré dans chez un bon éditeur. Mais je crois qu'il débute vers 2023, son compte X explose. Oui. Mais il explose pas à cause de l'affaire Macron, il explose parce qu'il est le premier de tous à s'intéresser à la première fortune de France, c'est-à-dire Bernard Arnault. Et Aurélien, qui s'intéresse à cette première fortune de France, Bernard Arnault, surprend tout le monde. Parce qu'en réalité, il y a des sujets et des personnes tabous en France. On sait très bien qu'un certain nombre d'hebdomadaires, mensuels, magazines, qui ont osé poser trop de questions sur ce groupe ou sur la personnalité de son président ou de ses liens familiaux, etc., ont découvert pour leur malheur la taille du bras et ont perdu tous les annonceurs extrêmement importants
liés à ce groupe. On sait très bien quand on a un magazine féminin ou même un magazine masculin ou même un magazine d'information, c'est extrêmement compliqué de se passer de tous les annonceurs directs ou indirects liés à ce groupe. C'est un peu comme si on se fâchait avec BlackRock. BlackRock contrôle, entre guillemets, directement ou indirectement, 50% des budgets publicitaires mondiaux. Donc si on est un média et qu'on se fâche avec BlackRock, c'est terminé. On n'a plus de pub. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Exactement. Mais c'est ce qu'a vécu Elon Musk. Oui. Quand il a repris Twitter et qu'il a donné l'impression que non seulement il allait laisser libre cours aux algorithmes, c'est-à-dire qu'on allait voir qu'en réalité la population mondiale est nettement plus pro-palestinienne que pro-sioniste, c'était inacceptable. Et en plus, à l'époque, Elon Musk avait le courage de l'écrire dans ses tweets et de le déclarer. Et du jour au lendemain, il a été attaqué par ADL, EPAC a réagi, BlackRock a réagi. Tous les annonceurs ont disparu du jour au lendemain de X. Et quand vous avez une boîte, même quand vous l'avez achetée 40 milliards et que vous êtes la personne la plus riche du monde, si vous n'avez plus de revenus, c'est intenable. Aucune personne accepte. À l'époque, je crois que Twitter perdait quelques millions par jour. Mais il perdait des millions en ayant tous les annonceurs possibles. En n'en ayant plus, ça doublait ou ça triplait les pertes. Ça voulait dire des milliards de cash à donner par an, alors qu'il avait des investisseurs. Donc il a fait un certain nombre de concessions qu'on peut lui reprocher, mais personne n'est à sa place. Et il a recruté une ancienne d'MSNBC, Mascarino, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui finalement a quitté il y a quelque temps. Il n'a pas nommé de nouveau directeur parce qu'il s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée, parce que ces personnes ont eu une très grande influence non seulement sur ce qui se passait aux États-Unis, sur les algorithmes, sur les promesses faites aux annonceurs, mais surtout sur le fonctionnement de plein de filiales, parce que il était tellement pris par la campagne présidentielle aux côtés de Donald Trump, puis par Doge, qu'il avait complètement abandonné. Il faisait lui-même ses tweets. Oui, il avait délégué. Exactement. Et il ne se rendait pas compte de la dérive par rapport à l'esprit qu'il voulait insuffler. Donc là, aujourd'hui, il reprend, entre guillemets, les choses. On va voir comment vont réévoluer les algorithmes, mais toutes les personnes qui ont une lecture, entre guillemets, moins univoque derrière les actions de l'État d'Israël et donc de pratiquement tous les gouvernements occidentaux et donc tous les ceux qui font de la publicité, les annonceurs occidentaux, eh bien, ont constaté que leur visibilité avait été réduite de 5, 10, 20 fois. C'était donc des gens qui faisaient des millions de vues, des dizaines de millions de vues par mois, du jour au lendemain, ils en faisaient quelques centaines de milliers, sans comprendre pourquoi. Et donc, non, mais on peut arrêter là. Non, mais pour en revenir à l'affaire, il a été dit pendant le procès que déjà avant 2017, il était déjà très compliqué d'enquêter sur l'entourage d'Emmanuel Macron et sur Madame Macron. Alors ça, c'est moi qui en ai parlé. Oui. Parce qu'en fait, le dimanche soir, je reçois un certain nombre d'appels en disant on parle de toi dans une émission Ligne Rouge de BFM TV. Et cette émission est repassée 2 fois en prime time. C'est-à-dire BFM TV ne fait jamais passer 2 fois son émission en prime time. Là, ils l'ont remise le lendemain, ils l'ont mise dans son intégralité sur YouTube, tous les extraits sur X, etc., etc. Mais il se trouve que toujours les montages de ces émissions, vous savez, c'est comme les films de Netflix ou autres, les gens qui les financent ont un certain objectif et parfois les scénaristes et les réalisateurs ils mettent des petites perles, des petits diamants, des petites graines qui vont pousser et qui vont faire que les gens vous rendent compte qu'en fait, il y a peut-être un autre message que celui qu'on essaie d'imposer, en fait. Et je pense par exemple au film Don't Look Up, que certaines personnes peuvent voir au premier degré. Et là, c'est pour ça que c'est degré de lecture. Et on peut le voir au second degré. Et là, on voit une toute autre histoire. Et bien là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ligne Rouge, puisque comme vous le dites très bien, il y a cette journaliste qui veut faire une biographie de Brigitte Macron.
et d'Emmanuel Macron, mais avec un focus plus sur Brigitte Macron, parce qu'on la découvre dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle, on découvre que ce jeune homme est marié. C'est quand même fou, il va être président, personne ne savait trop sa vie privée, son machin, et on découvre qu'il est marié, et il semblerait que ce soit quand même relativement intéressant, parce qu'il est marié avec une femme divorcée, dont les enfants ont sensiblement le même âge ou plus qu'Emmanuel Macron. Ils ont des postes d'ailleurs importants, il y en a un qui est patron d'un institut de sondage, etc. Donc, une cardiologue et une avocate. Voilà. Et assez peu présent d'ailleurs, il n'y a qu'une des filles qui est relativement présente qui est venue au procès. Et qui est venue au procès. On pourra en parler. Et donc cette journaliste décide d'aller poser des questions à Amiens. Et quelle surprise a-t-elle que le ministère, donc un directeur de cabinet ou un membre de cabinet, l'appelle et lui demande, j'utilise même pas la terminologie parce que manifestement elle était traumatisée quand elle a eu cet appel, c'est ce qu'on ressent des années après de ce qu'elle dit, en lui disant « Qu'est-ce que vous faites à Amiens ?» Genre, vous êtes journaliste d'investigation, vous n'avez pas le droit d'investiguer, en tout cas, pas sur ce dossier. Vous avez le droit d'investiguer sur Scholler, et de les diffamer, et de les menacer, et de les insulter, et de les harceler, en bande organisée avec d'autres journalistes, dont j'ai cité, mais je n'ai pas cité le nom de Caroline Forest, qui a fait une diatribe incroyable sur LCI. Donc bientôt, on va même avoir l'agent secret russe, sans doute, qui va s'exprimer sur le sujet, puisqu'il devrait sans doute expliquer dans les jours qui viennent qu'évidemment, cette affaire a été commanditée par la Russie. C'est une évidence, personne ne peut en douter. Et d'ailleurs, pourquoi en douter? Mais on a la journaliste qui dit « Je n'ai pas pu, j'ai eu un mur ». On a Emmanuel Anison du Nouvel Observateur qui dit exactement la même chose. Et d'ailleurs, Emmanuel Anison, au cours des derniers jours, qui, comme d'autres, ont assisté au procès, je ne vais pas préjuger de ce qu'elle pense, mais on sent, dans les prises de position qu'elle a prises dans les médias, qu'elle exprimait quand même que Michelle Obama ou d'autres personnes qui ont été dans des circonstances de rumeurs comme Brigitte Macron ont tué la rumeur en montrant, que ce soit vrai ou faux, en tout cas ça, à 90% ça a tué la rumeur, ont montré des photos enfants avec les parents, jeunes adolescents, les photos d'origine, il y a des photos qui ont été truquées où elle est avec Barack Obama en femme et qui ont été transformées en photos où elle a l'air d'un homme. Quand on est dans le milieu complotiste, on va voir plus la photo truquée que la vraie photo. Et je dis milieu complotiste, c'est très amical, puisque c'est l'autodérision. Ouais. Et mais on voit des photos de grossesse, on voit plein de photos, etc. Et puis surtout, même si on peut considérer qu'il y a beaucoup de choses très étonnantes dans ce couple, etc., etc., les États-Unis, c'est un pays dans lequel, petit 1, le premier amendement et le deuxième amendement sont extrêmement respectés, et j'ai insisté également là-dessus quand j'étais questionné, mais surtout... Vous pouvez les rappeler, liberté d'expression, et le deuxième amendement, le port d'armes. Le port d'armes pour pouvoir renverser un régime qui voudrait supprimer le premier amendement. C'est-à-dire que, comme la liberté d'expression pour ceux qui ont décidé de rédiger, qui ont eu la possibilité de rédiger la Constitution américaine, était la première chose, puisque je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. C'est-à-dire être un humain, c'est ça la caractéristique d'un humain. Et nos ancêtres se sont battus pour que cette liberté ne soit pas remise en cause par des puissants, par des rois, par des tyrans, par des gens comme ça. Et nous sommes en France en 2025 et il y a eu une rafle sur Internet. Une rafle. On a des avocats qui ont pleuré en parlant et on aurait pu avoir d'autres avocats qui s'intéressent à ce dossier qui viennent plutôt que cette désolidarisation de quelqu'un comme Divisio ou autre, alors que tout le monde devrait se battre
pour ce qu'est réellement ce procès. Parce que, même Division, je ne vais pas lui faire de procès d'intention, je ne le suis pas. Mais je doute qu'il ne se soit pas exprimé sur cette question, même de façon amusée. Alors je pense que beaucoup ont fait énormément de nettoyage sur leur compte, pour faire oublier, entre guillemets, leur moment d'égarement sur un canapé. Et puis, quand on est un très gros compte, c'est assez facile de supprimer. On a un compte vérifié, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire aussi « je doute, donc je suis » parce que le doute a été mis en avant et le fait d'avoir le droit de se poser des questions, ça a été mis en avant par plusieurs prévenus. Oui, moi j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et vous n'avez pas été le seul. Ouais. Mais ne peut-on pas tout simplement se poser des questions sur l'identité réelle de cette dame? Mais penser à la Descartes, c'est déjà parce que on peut douter de son existence, mais quand on réalise qu'on pense, c'est qu'on existe. C'est là le simple fait de pouvoir penser, se concevoir en tant qu'animal, objet conscient de sa propre existence ou de l'idée de sa propre existence, montre qu'il y a un être, entre guillemets. Et alors c'est à la fois simple et compliqué, mais comment, à une époque où on évoque régulièrement les martiens, les ceci, les cela, les personnes ont la foi, et puis il y a les films de science-fiction, on n'imagine pas l'importance de cette formulation sur la capacité de penser, donc de douter, puisque penser, c'est douter, puisque si on pense, c'est qu'il y a des alternatives, entre guillemets. On se positionne, et une alternative, c'est un problème de choix, et donc c'est le doute par rapport au choix, même s'il y a une évidence, il y a un questionnement. Je prends ça ou je prends ça. Je fais ci ou je fais ça. À chaque fois qu'on dit un mot, à chaque fois qu'on dit une phrase, ou que par exemple vous voulez intervenir dans la conversation, on pense à le rôle qu'on va avoir et on doute, on s'interroge sur le moment où on va intervenir, entre guillemets. Quel est le bon moment donc, c'est le principe même, pas philosophique, ontologique d'être un être humain. Et c'est pour ça que le premier amendement existe. Mais en France, nous... D'ailleurs, le président vous l'a rappelé, il vous a dit on n'a pas la même constitution en France. Oui. Nous, en France, oui, exactement, quand j'ai parlé du premier et du second amendement, il m'a dit ça. Nous, en France, d'ailleurs, on remarquait tous les symboles maçonniques au palais et la disparition de la Bible et de la croix. Nous, mais d'ailleurs, en France, on a le droit de mentir, ce qui est très utile pour les hommes politiques. Donc alors qu'aux États-Unis, le mensonge, c'est un crime. Mais nous, en France, que dit notre charte universelle des droits de l'homme et du citoyen? C'est pas comme une constitution, ça s'appelle une charte universelle des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration. Mais c'est une charte. Et le premier article, c'est un mensonge. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est un vœu pieux? Mais c'est pas du tout un vœu pieux, c'est un mensonge. D'abord, parce que il y a des hommes et des femmes. Donc, au moment de la naissance, il y a déjà deux sexes. Alors, on voit bien, à moins d'être qu'il n'y a pas d'égalité, entre guillemets. On impose cette égalité. Mais les femmes, par exemple, ont la chance de porter les enfants. Et les hommes, souvent, ont la chance d'être un peu plus forts, un peu plus... on n'a pas la même constitution, on n'a pas les mêmes os, on n'a pas la même structure physique, on n'a pas les mêmes hanches. On est caractérisé par un genre. Et c'est très bizarre, d'ailleurs, parce que cette constitution, finalement, elle est parfaite pour l'époque dans laquelle on est. Où on nous explique qu'il ne faut pas parler de genre, il ne faut pas parler de machin, puisqu'en fait... naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. On sait qu'on n'est pas non plus libres et égaux en droit. On a pu le voir dans ce dossier et dans tous les dossiers. C'est-à-dire que... puissant ou misérable, ça c'est l'éternelle phrase. Ouais, on a des prévenus qui disent qu'ils ont passé leur vie à la DAS, abandonnés de famille d'accueil en famille d'accueil, qu'ils ont été violés pendant ce cycle-là. Et que leurs plaintes ont invariablement été classées sans suite. Parce que soit c'était touche-pipi, soit ils étaient adolescents, consentants, etc. Classés sans suite.
Donc des personnes comme ça ont été violées parmi les prévenus d'harcèlement, mais eux, les plaintes ont été classées sans suite. C'est-à-dire que vous avez un viol, quand même, a priori. C'est plus grave qu'un cyberharcèlement, même si un cyberharcèlement réel est grave. Harcèlement dans les proportions dont on parle, puisqu'on n'a pas d'UMJ. On n'a pas de certificat médical des urgences qui disent le niveau de gravité et qui explique le lien de causalité. Mais quand vous avez un viol, le lien de causalité, il est clair. Vous avez quelqu'un qui vous a fait quelque chose et après vous êtes traumatisé. C'est assez difficilement contestable. On n'a pas eu de viol numérique ou de viol. Et puis de toute façon, vous l'avez redit tout à l'heure, ça commence en 2017 dans des médias qui ont des millions de spectateurs tous les jours et qui en plus ont des réseaux sociaux et des machins qui ont des caisses de résonance énormes. Et puis juste pendant la procédure, je crois que Précibus a fait un article, ou est en train de faire un article, où il montre que rien que pendant le procès, les millions vus sur des gens qui continuent à se moquer de tout ça. Mais ça, bizarrement, les couvertures de Charlie Hebdo, le Canard, les comiques, les machins, tout ça, ça n'intéresse pas. Non, en fait, on a compris pendant la procédure ce qui se passait. On a Emmanuel Macron qui, lundi matin ou mardi matin, alors qu'il y avait le procès, que tous les médias en parlaient, que donc 80% des Français qui voient les journaux, parce que radio, journaux, TV, tout le monde en parle, disait, dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt des élections, vous voyez bien le danger d'Internet avec tout ce qui se passe, la manière avec laquelle les gens normaux, des citoyens qui vont voter, ont pu être influencés par romanciers, galeristes, voyantes, des instigateurs. Des instigateurs. C'est ce qu'a dit le procureur. Les instigateurs. Qui ne sont même pas les instigateurs, puisque les personnes, on leur reproché des tweets qui ont été instigés par d'autres personnes. Les instigateurs ont été pris en main par la police et en garde à vue par la police, parce qu'en fait, elles avaient retweeté des tweets d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont censés être les instigateurs. Moi, je comprends pas. Moi, je suis quelqu'un qui... Moi, tout ce que je fais, les gens qui me suivent sur Internet, ils savent que ma préoccupation, ma seule préoccupation, c'est pas d'avoir raison, c'est de comprendre et de partager ma compréhension de ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, c'est ce que vous avez expliqué au président. Il y a 2 points importants que j'aimerais voir avec vous. D'abord, vous avez expliqué que ces tweets portent sur, ils sont très peu nombreux, ils portent sur une période assez courte. Oui, et avec des contenus 15 jours, finalement, c'est court. S'il n'y a pas de contenu insultant, il y a éventuellement le mot couille quelque part, mais vous couillu, pardon. Et en plus, comme vous dites, l'art contemporain peut faire appel à des mots dits grossiers, puisque vous donnez l'exemple de Marcel Duchamp avec la Joconde à la Chocu. Voilà, donc ça c'est assez connu. Et il y a aussi une autre chose que vous avez mise en avant, puisque vous avez parlé au président de votre passion qui est facilement démontrable à travers toutes vos interviews, votre passion pour la géopolitique. Et vous avez expliqué que cette affaire au départ qui vous paraissait complètement folle et incongrue, vous n'y êtes pas intéressé, puis ensuite vous avez dit c'est tellement énorme qu'il faut que je m'y intéresse pour questionner cette affaire sur ce qu'elle dit de notre époque et comment elle s'insère dans un contexte géopolitique. Donc alors, ça c'est important de l'expliquer. Alors, j'ai eu une curiosité pour cette affaire, comme je disais, à partir du moment où j'ai eu la chance d'avoir, personnellement, Xavier Poussard qui me l'expliquait. Et il ne m'expliquait pas ça de force. J'étais totalement consentant, comme un adulte. C'était pas Orange Mécanique, comme sont les grands médias. C'est Orange Mécanique, ça s'impose aux gens. On ne peut pas y échapper. Vous avez les chaînes d'infos continues. Là, les gens sont là, comme ça, devant leur télé, à entendre qu'on est méchant, qu'on est des cafards, qu'il faut nous écraser. Moi, c'était pas du tout ça. J'avais quelqu'un qui, très calmement, très posément, m'expliquait qu'il était parti du travail de Natacha Ray, d'Amandine Roy, etc., et qu'il avait prolongé une enquête, qu'il avait, entre guillemets, essayé d'organiser les choses, et qu'il me racontait ça. Et j'avais eu beaucoup d'autres personnes qui m'en avaient parlé avant,
mais aucun l'avait fait, où j'avais vu des comiques, des machins, des ceci, des cela. Mais un peu comme je citais tout à l'heure Obama, d'autres personnes, Amanda Lee, enfin tous ces gens-là. En réalité, Sheila, on s'en fout en fait. Ah oui. C'est des gens qui ont eu droit à ça. Et ils ont eu leur carrière. Voilà, ils ont eu leur carrière. Quand on est dans le showbiz, et Sarkozy le disait très bien, peu importe ce qu'on dit de vous, l'important c'est qu'on parle de vous. Donc, la carrière des Macron, ça a été très très bien démontré au tribunal, elle est faite de centaines de couvertures de magazines où ils sont en maillot de bain l'un à côté de l'autre à la plage, où ils sont en train de se balader en montagne, où ils sont dans l'intimité du couple Macron, etc. Mais aussi, le tout orchestré par Mimi Marchand, qui a été évoqué au procès. Elle a été évoquée souvent. Mais aussi des images plus récentes comme Brigitte Macron, la guerrière, elle rendra coup pour coup. Brigitte Macron ne va pas se laisser faire. Mais on a l'impression d'être, vous savez, dans la série Caroline à la plage, Caroline à l'école, Caroline ceci. Oui. En fait, c'est la nouvelle héroïne du monde. Elle accompagne son mari partout, elle est sa conseillère. On découvre en fait au détour d'interview que quand il envisage de faire la destitution, il en parle avec personne d'autre qu'avec elle. En fait, c'est un binôme, c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent, qui décide manifestement seul des destins de la France. On le découvre aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient mais non, le vrai chef d'État c'est Alexis Kohler, ou le vrai. Puis finalement il a disparu, ça n'a rien changé. Au contraire. C'est ce que les Américains appellent un storytelling. Oui, c'est que des storytelling. Parce qu'en fait, quand les gens se mettent à regarder Alexis Kohler avec beaucoup c'est parce qu'en fait ils se sont pas rendus compte qu'on leur a donné en pâture. En fait, on donne en pâture toutes ces choses-là pour divertir les gens de ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce qui se passe réellement sous ce procès? C'est une loi qui va arriver pour interdire ou encadrer tellement strictement les réseaux sociaux qu'ils ne pourront plus rien faire. Il y en a un certain nombre qui décideront de quitter la France, comme les sites porno, etc., qui ont décidé que pour l'instant, ça ne les intéressait pas de venir en France. Parce qu'en fait, plus personne ne voudrait s'inscrire chez eux, parce qu'il faut fournir sa carte d'identité, ses coordonnées bancaires, ses machins, pour devenir un vérifié, et donc prouver qu'on a plus de 18 ans, et à la limite, à chaque connexion, il faut aussi donner son portable pour recevoir un SMS pour se connecter. Ce sera pareil sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que ce procès, ils ont employé l'expression de caisse de résonance, c'est du terrorisme intellectuel qui s'installe? Là, en fait, le procès n'est qu'un moyen de créer une caisse de résonance pour interdire aux gens de se sentir ne serait-ce qu'un petit peu libre et un peu responsable. Parce que dire, comme le fait le parquet, qu'il a sélectionné les personnes les plus virulentes. Des gens, il y en a un, dans tout son parcours sur Internet, semble-t-il, il a fait une centaine de tweets. 12 personnes qui le suivent. On se demande d'ailleurs comment il a 12 personnes qui le suivent avec 100 tweets. Peut-être qu'il a effacé beaucoup de tweets. Mais en tout cas, 4 des tweets sur les 100 tweets concernaient l'affaire Brigitte Macron. Et ces tweets étaient des retweets, donc on ne sait pas quel est son impact. Est-ce qu'en retweetant, il a eu un impact, c'est pas visible? Des commentaires sans aucun like, sans aucun commentaire. Des commentaires qu'il fait sans rien. Et un tweet qu'il a écrit, peut-être avec un like. Et là, on est devant une personne virulente qui, comme moi, a été mise en garde à vue pendant 35 heures. Enfin, le premier que j'ai vu, l'informaticien de 49 ans, disait que les quelques tweets qui lui sont reprochés faisaient maximum 10 vues et maximum 10 likes. Oui, oui, c'est ça. Donc quel est son pouvoir de nuisance finalement? Mais le problème, c'est que cet informaticien, lui, c'était la personne aisée. Oui. Donc quelqu'un qui avait un bon salaire. Il travaille en Suisse, exactement. Français, qui travaille en Suisse, etc. Donc on a une case du jeu des 7 familles. On a le retraité qui travaille dans une association, qui refuse de répondre aux demandes de la police, parce que lui, il n'était pas mis en garde à vue comme nous à 6 heures du matin.
Il était appelé à venir au commissariat, il refusait d'y venir, donc finalement, ils ont trouvé le moyen de l'arrêter après plusieurs semaines, jusqu'à faire venir la SRPJ de je ne sais pas quelle grande ville pour le suivre avec son téléphone mobile et aller le prendre, entre guillemets, en flagrant délit de ne pas vouloir venir à une convocation pour des tweets. Mais même pour des pédophiles, des gens qui sont vraiment des criminels, ça n'arrive pas. On n'est même pas foutu d'être sûr d'avoir retrouvé les gens qui ont cambriolé le Louvre en plein Paris un dimanche. Il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse et de résultats d'enquête publiés pour l'incendie de Notre-Dame. Mais là, les moyens développés dans la France entière. Bref, ils ont réussi à l'avoir. Lui a décidé de ne pas venir au procès et de ne pas être représenté. Donc c'est vraiment une manière de dire, voilà, moi je suis français, je m'occupe d'une association, etc. Mais tout ça ne me concerne pas, c'est délirant. Mais il assume, il y aura des conséquences malheureusement pour lui, mais bon, il n'a même pas été considéré comme quoi que ce soit, il a été un peu oublié par la procédure. On a donc quelqu'un qui est une voyante, on a quelqu'un qui est un chef d'entreprise qui se versait pas et qui n'a pas eu une carrière très efficace, qui est à la retraite, comme beaucoup de chefs d'entreprise, qui a une petite retraite, oui, mais qui est par ailleurs second adjoint au maire d'un petit village. Et on découvre qu'en fait, en tant que second adjoint au maire d'un petit village, il touche 500 € par trimestre. Il avait presque honte de toucher ça. Ouais. Et on lui expliquait quasiment, monsieur, c'est une circonstance aggravante. Vous êtes un personnage public. Vous êtes un élu du peuple. Vous ne devez pas ignorer la loi. Mais ce qui est confondant, je l'ai évoqué tout à l'heure et ça a été bien dit dans les plaidoiries, c'est qu'il semblerait que la partie adverse, que ce soit le procureur, comme ça a été démontré, que ce soit l'avocat adverse, que ce soit Brigitte Macron, ignore complètement l'article de loi qu'ils ont utilisé contre nous. Puisque la clé de cet article, c'était de démontrer qu'il y avait un objectif pour atteindre et de démontrer qu'il y avait une dégradation. Oui. Et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que la moitié des conditions pour mettre en œuvre cet article et pour envoyer au tribunal correctionnel des personnes n'ont pas été respectées à l'origine de l'affaire, et ils ont tenté de le respecter les derniers jours d'octobre en lisant les conclusions des avocats des prévenus, et ils se sont dit merde, on a complètement oublié ça. C'est-à-dire que le parquet avait accepté, la police avait accepté, toutes ces personnes ont travaillé, ont mis en garde à vue des gens, ont détruit des familles, mais vraiment détruit des familles. Il faut imaginer. Moi, je ne vais pas parler pour mon cas personnel, mais sachez que ça a eu énormément de conséquences dans ma vie. Et ce qui se passe en ce moment en aura encore plus. Je ne peux même pas le mesurer. Tellement mon nom est traîné dans la boue comme ceux d'autres personnes. Et je suis aggloméré dans une boue globale, entre guillemets. Eh bien, ouvrez votre télé, vous comprendrez la violence de ce qui est en train de se passer, le harcèlement qui est en train de se passer. Je ne peux même pas aller prendre un café sans avoir tous les gens qui me regardent comme un extraterrestre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dérive médiatique ? Mais non, c'est une machine à harceler les gens pour les détruire, qui sont censés être des gens qui sont harceleurs. C'est-à-dire que les gens qui nous reprochent le crime odieux d'être des harceleurs, nous harcèlent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le droit de nous faire ce que nous, on ne fait pas, puisqu'aucun des prévenus n'a harcelé. Et ça n'a été démontré de toute façon par personne. On sera peut-être condamné pour ça. Mais ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens sont condamnés pour un crime ou un délit qu'ils n'ont pas commis. Ça arrive tout le temps. Et de toute façon, ce n'est que le début d'un cycle, puisque l'avocat a dit « Non, non, mais il y aura d'autres personnes. C'est pas terminé. » C'est une épée de Damoclès. Parce qu'en réalité, eux peuvent tout faire. Vendre des armes, obliger quasiment les gens à s'injecter.
fournir des armes, des missiles, envoyer des soldats à la frontière russe contre la Russie, dire aux gens qu'il faut se doucher froid, éborgner, donner des ordres pour éborgner des gilets jaunes, etc. Avoir des centaines de personnes suspendues dont la vie a été détruite alors qu'ils étaient censés être acclamés quelques jours avant. Enfin, et je pourrais faire la liste. Notre-Dame, j'ai cité l'IVG dans la Constitution, l'euthanasie à la carte, les retraites, les gens qui ont travaillé toute leur vie, ou les femmes, des pensions de reversion, des femmes sans travail, sans pension, dont le mari mort, et qui maintenant auront encore moins. Il y a même en ce moment un enjeu sur les pensions alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être taxé des deux côtés. C'est-à-dire même celui qui verse devra quand même payer comme s'il avait encore l'argent. Vous imaginez? C'est un peu comme la CSG. On donne l'argent, mais on paye des impôts sur l'argent qu'on a donné à l'État. Non mais... Et l'héritage, c'est de payer des impôts sur de l'argent qu'on a pu conserver après avoir payé des impôts. Vous imaginez, ça c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde dans lequel on vit en France, et les choses s'aggravent. Mais les mêmes personnes qui nous font vivre ça, les Macron, pour les citer, eux sont capables de s'offrir des services en millions de dollars pour aller faire un procès aux États-Unis, qui est d'une part sans doute très habile stratégiquement. Et il va falloir peut-être un certain nombre de personnes pour que les gens réalisent que les Macron sont extrêmement habiles stratégiquement. Les défaites à la Pyrrhus, entre guillemets, au tribunal contre Natacha Ray, etc., en réalité, ils s'en fichent. Ça permet de faire perdurer les affaires, d'aller en cour de cassation et de faire passer un autre message. On ne s'arrêtera jamais quand on a quelqu'un dans notre collimateur. On ira au tribunal, on ira en appel s'il le faut, on ira en cassation s'il le faut, on ira à la Cour européenne si on le faut, et on attaquera sur un autre angle s'il le faut, parce que c'est ce qu'expliquaient bien les journalistes. Ça a commencé sous un angle, puis sous un autre, puis avec d'autres membres de la famille, puis maintenant les enfants qui interviennent, et bientôt les petits-enfants, et les machins, et les médias, et les grands médias, et les petits médias. Enfin, ça me fait penser à votre passion, le jeu de Go. Ouais. L'idée est d'étouffer l'adversaire. Bien sûr, sans qu'ils s'en rendent compte. Petit à petit, à petit feu, le tuer. À petit feu. Mais ils le font avec les procédures. Ils le font parfois avec les menaces, comme les menaces européennes de la DSA, etc. On se rappelle très bien qu'on avait découvert par les Twitter Files les accords, les menaces très fortes contre les réseaux sociaux, qui finalement avaient fait des accords secrets avec l'Europe sur la possibilité de supprimer ou de shadow-banner les comptes selon des listes qui seraient fournies selon un circuit extrêmement politique. C'est Emmanuel Macron, pour être clair, qui avait ordonné ces censures. Mais ce qui est ressorti des Twitter Files, et ce qui est ressorti avec Pavel Durov au cours des derniers temps, sur le fait que non seulement la France d'Emmanuel Macron s'intéresse évidemment à la possibilité de contrôler la liberté d'expression en France, mais elle s'intéresse également à la possibilité d'influencer des élections partout. Ça, c'est ce que dit Pavel Durov. Roumanie, etc. Mais on sait qu'il y a beaucoup de coïncidences. Moi, j'ai un niveau en mathématiques qui fait que je crois que quand 1000 points s'alignent, ça s'appelle plus des coïncidences. Ça s'appelle des faisceaux d'indices, voire même ça s'appelle une preuve, qui enlève tout doute raisonnable. Parce que l'absence de doute raisonnable avec 1000 coïncidences qui s'alignent, ok, parce que parfois même on a des preuves, qui peuvent être en apparence des preuves. On a tous vu des films, lu des romans, la réalité, etc., où tout accuse Omar m'a tué, etc. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas si simple, que peut-être celui qui a écrit Omar m'a tué, c'est pas celui qui est censé être mort, etc., etc. Pourtant, ça a l'air d'être une preuve. Mais en réalité, le diable est bien plus efficace. Il réussit à créer
des fausses preuves. On vit dans un monde dans lequel, comme un magicien, on dit « tiens, regardez ça ». Et puis là, on en arrive à cette photo qui sort, dont on parlait tout à l'heure. Qui lance la photo? Qui remet une pièce dans la machine? Pourquoi cette photo qui est dans les magazines, des photos de cette série de photos qui sont dans les magazines, donc qui sont des photos désirées, entre guillemets? Commanditées? Commanditées, peut-être, mais en tout cas désirées, puisque comment la fille a pu avoir cette photo en première? Puisque c'est la première trace qui existe de cette photo sur Internet. Justement... Donc les photographes lui ont donné, bien même sûr. elle l'a pris, ou elle a peut-être une agence de photographie elle-même, j'en sais rien. Cette photo a été postée par Laurence Auzière en 2024, et d'ailleurs l'un des avocats des prévenus a demandé à Tiffaine Auzière comment expliquer que la grande sœur poste en 2024 cette photo sur sa page Instagram, donc de la femme du président de la République en maillot de bain, alors que Tiffaine Auzière vient d'affirmer qu'elle avait constaté de manière graduelle la dégradation des conditions de vie de sa maman dès 2021-2022. Donc pourquoi s'exposer à nouveau en 2024 si, comme elle disait, sa mère s'était mise à faire attention à ses tenues, à ses positions en public, etc. Et qu'est-ce que vous avez pensé, d'abord, pour commencer par l'intervention tardive et pas prévue de Tiffaine Auzière, à laquelle d'ailleurs Maître Carlo Brusa a voulu s'opposer dans un premier temps? Parce qu'en fait, c'est surréaliste. Hein. C'est-à-dire que un tel dossier aurait jamais dû passer le filtre de l'enquête de police, aurait jamais dû passer le fil du parquet, devrait être considéré comme nul par le tribunal. Il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de preuves. Il y avait vraiment... Les personnes sont accusées pour une loi très fraîche, mais il n'y a pas le respect même des choses. C'est-à-dire que, moi je ne suis pas un spécialiste du droit pénal, hein. Je n'ai pas été confronté, mon casier judiciaire, comme l'a dit le président, est vierge, etc. Mais le droit pénal, c'est les faits, et rien que les faits, parce que la vérité, comme le disait un avocat, c'est quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont considérer quoi qu'on leur dise. Et c'est ce qui se passe quand on laisse prospérer une rumeur, ça ne changera plus rien pour eux. Il y a des gens, beaucoup, qui pensent des choses, tout autour d'eux, tout peut leur démontrer que c'est faux, mais c'est ancré en eux, ils y croient. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas la foi, qui sont persuadés que Dieu n'existe pas parce qu'il a été tué par la laïcité, et il y en a d'autres qui ont la foi, et qui sont persuadés, qui ressentent que tout ce qui est là ne peut pas exister s'il n'y a pas quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et on a donné à ce qui nous dépasse, entre guillemets, le nom de Dieu. Mais il faut avoir la modestie en tant qu'humain de se rappeler de ça. Nous, on est des humains qui n'avons plus de modestie. Pourtant, Shelley nous a prévenus avec Frankenstein, Orwell, Camus, Kafka, Montesquieu, tous Molière, les grands auteurs, etc. Tous nous ont parlé de la dérive. Molière, Tartuffe, on pourrait parler de tartufferie, tout ce qui s'est passé en fait, et cette inversion totale. Mais non, tout ça, la culture, tout ça s'est effacé en fait. On est par rapport à des personnes qui n'ont pas lu Montesquieu. Ils ont des postes importants dans un palais de justice, mais Montesquieu, ça ne leur rappelle rien. Les gens qui sont là sont des salariés du peuple français. Que ce soit les policiers, que ce soit les juges, les procureurs, les soldats, ils travaillent au nom du peuple français. Ils ne travaillent pas pour Brigitte Macron. Ils ne travaillent pas pour le préfet de police de Paris, qui lui-même travaille pour le poste français. Ils ne travaillent pas pour Emmanuel Macron, qui lui-même travaille pour le poste français. Et on a eu l'impression, peut-être trompeuse, que il y avait peut-être une justice un petit peu troublante, un petit peu, je ne vais pas dire
étonnante. Moi, je serais juriste. Il se trouve que j'ai fait, pendant mes études et mon diplôme de Sciences Po, pas mal de droit. Et ça me passionne. Ceux qui me lisent savent que j'aime bien écrire comme Colombo. Ceux qui m'ont vu savent que je suis venu de façon très symbolique avec une vieille BD de Sherlock Holmes et qui est une manière de dire, moi, entre guillemets, et peut-être beaucoup d'entre vous, quand on était jeune, on s'intéressait à résoudre des enquêtes, le Club des 5, les scouts, les machins, enfin tous ces livres qu'on lisait enfant, même Bécassine d'ailleurs, etc. Aujourd'hui, regardez les livres. On explique parent 2, la transition de genre, la sexualité, le machin. On a le président de la République française qui fait des émissions qui sont retranscrites dans des écoles de maternelle où il explique ça aux enfants. Et on voit même les réactions de certains enfants qui sont effrayés quand ils leur disent « mais tu peux avoir des parents du même sexe ». Et les enfants se regardent comme ça, ils disent « mais c'est quoi ?» Puis il dit « bah oui, c'est possible, etc. etc. » D'abord, est-ce que c'est le rôle d'un président de faire du prosélytisme comme ça? Et là, d'un seul coup, on va me qualifier de pro-Poutine, mais j'aime bien l'idée que l'État n'ait pas à participer ou à accepter ce genre de prosélytisme. Parce qu'on sait que derrière, il y a des lobbies extrêmement riches qui n'ont rien à voir avec les intérêts des transsexuels, qui n'ont rien à voir avec les intérêts des LGBTQ+, qui n'ont rien à voir avec les intérêts des migrants, qui n'ont à voir qu'une chose, c'est la dégradation des conditions de vie des gens dans des sociétés qui étaient relativement solides, des sociétés dans lesquelles, en revanche, on est très intéressé à enlever des croix. En ce moment, ils veulent enlever des croix en Corse. Les Corses ne se laissent pas faire. Résultat, ils plantent des milliers d'autres croix, partout, au bord des routes, partout, etc. Mais c'est quoi? Il y a des mots qui apparaissent depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, judéo-chrétien. Un truc qui ne pouvait pas exister, puisque c'est antinomique, entre guillemets. Totalement antinomique. Mais intellectuellement, ça a été créé par des grands penseurs, des grands philosophes, des grandes personnes. Pourquoi? Pour effacer le miracle de la résurrection, puisque si la résurrection a lieu, le judaïsme n'existe plus. On est uniquement dans la chrétienté. Puisqu'elle efface tout, puisque Dieu envoie son Fils pour qu'il nous dise sa parole et qu'il nous prouve qu'il est bien son Fils avec la résurrection. Et donc, tout ce qui existe avant le Christ est important, c'est joli, c'est intéressant à écrire, mais peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que ça a été perverti. Et il le prouve avec l'assassinat de son fils crucifié sur la croix. Mais c'est intéressant, mais plus personne ne s'intéresse à ça, plus personne ne veut comprendre ça. Parce qu'en fait, il faut être judéo-chrétien pour devenir anti-islam et pour suivre le sillon de Zemmour, dont la couverture du dernier livre insiste bien sur cette civilisation judéo-chrétienne. Moi, je fais des milliers de kilomètres par jour de marche, par an, de marche. Ce que j'ai constaté en France, c'est qu'il y a des chapelles, des églises, des cathédrales partout. C'est ça qui structure notre pays. Vous avez vu le succès du film Sacré-Cœur? Il cartonne. J'ai pas vu. No comment. Non, c'est quand la bande-annonce est très belle. En tout cas, il y a une envie d'aller le voir. Mais quand un film comme ça, moi je suis quelqu'un de très prudent. Quand il y a un engouement comme ça dans tous les médias, partout, qui est énorme, et que j'ai des personnes proches de moi, en qui j'ai confiance, qui me disent les 10 ou 15 premières minutes sont formidables, et le reste, j'avais qu'une envie, c'était de quitter la salle. Ah bon? Et je me dis, ce buzz, voilà. Mais il y a des personnes qui ne se sentent pas forcément concernées par l'Église, qui découvrent, entre guillemets, un certain nombre de choses. Donc ça peut être très séduisant, très... Ce qui est positif de votre point de vue, c'est que Stephen Gunnell dit qu'il y a eu des conversions après le visionnage de ce film. Il y a des gens qui sont allés vers et on parlera de miracles bientôt, etc. Et ça ne m'intéresse pas. Donc je suis désolé, je ne veux pas... C'est intéressant. Non, mais ça ne m'intéresse pas d'être dans les effets de mode. Oui. Je ne crois pas aux effets de mode. Je ne crois pas
au hasard des effets de mode, je ne crois pas à ces phénomènes de société qui arrivent à point nommé, je n'y crois pas. Vous vous méfiez? Mais non, parce que je sais comment ça fonctionne. Vous vous dites tout ce qui est à la mode se démode. Mais quelle est la chaîne de télé qui a le plus promu ce film? CNews. Voilà. Et que promet le plus CNews? On est d'accord. Donc, moi, quand quelque chose sort de la bouche de quelqu'un en qui je n'ai aucune confiance, pour des raisons extraordinairement factuelles, je ne m'y intéresse pas. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Mais j'étais très sollicité pour y aller. Clair. Et on m'a donné des informations qui me disent « Merde, encore une fois, mon intuition a dit la vérité. » Ah, mais c'est votre réponse et je la respecte. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas vu le film? J'ai vu la bande-annonce que je trouve très belle et qui me donne envie d'aller voir le film. Mais si vous saviez en tant que non-pratiquante. de bandes-annonces, de films que j'ai vus, qui étaient séduisantes, et dans laquelle il y avait même plus d'intérêt que dans le film, parce que quand on voyait les séquences de la bande-annonce, elles étaient tellement mieux tournées. En fait, c'est comme s'ils avaient fait plus d'efforts pour faire la bande-annonce que pour le film. Mais je suis ravi pour eux. Moi, je suis ravi pour eux. Pour eux, c'est un énorme succès. Voilà. Je pense que c'est des gens très sincères. Voilà, je pense, mais parfois. Mais dans un pays où on déchristianise, je me dis cet engouement est intéressant à observer, en tout cas. Oui, mais non, en ce moment, on déchristianise pas, on déshumanise. Mais ce qui est pareil, non? Non. Non, 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 non. C'est pas pareil. Non, on a déchristianisé avec la laïcité. On déshumanise avec les lois. C'est l'étape d'après. On déshumanise avec l'enseignement fait à l'école. On déshumanise avec l'intimidation des gens. On déshumanise avec la division des gens. Vous avez déjà vu autant de haine dans le pays? On a les télés qui nous passent en boucle, Tony Robinson, et qui invitent... etc. Et puis on découvre après, les gens, ils se font un nouveau Dieu, puis quelques semaines après, ils voient le nouveau Dieu, qui est, semble-t-il, une star à Tel Aviv, où il va découvrir comment ils ont réussi à se débarrasser. Alors, en France, on essaie de se débarrasser des cafards complotistes, des milliers de cafards complotistes, il faut les éradiquer. On a eu le même vocabulaire à Tel Aviv, vis-à-vis de Gaza. D'ailleurs, c'est un vocabulaire de haine. Vous pourriez vous-même faire un procès aussi. Vous êtes vraiment condamné dans les médias mainstream. Mais c'est pas un vocabulaire de haine. C'est un vocabulaire d'incitation à la mise à mort. C'est bien au-delà du délit de haine dont on peut parler. Là, on parle de menace de mort, incitation sur un grand média à la menace de mort. Mais aucun problème. Regardez, vous vous amusez à prendre mon compte sur X, et vous prenez une demi-heure de votre temps et vous lisez les commentaires. Vous vous amusez juste à lire les commentaires. La haine en bande organisée, toujours les mêmes. Vous pouvez... Mais maintenant, je vais aller pleurer au commissariat, je vais dire c'est horrible, je dors plus. J'ai un médecin, un bon copain qui m'écrit Monsieur Scholler est traumatisé, etc. Je crois qu'il a identifié une dizaine de personnes très très méchantes. Mais vraiment très méchantes. Et il pense que ce sont les plus... quel était le terme dynamique, enfin intempestif, virulent, les plus virulents. Il a appris d'ailleurs que dans une procédure dont on parle beaucoup à la télévision, c'est un bon critère de choix les plus virulents. Il a lui-même identifié les plus virulents, vous pourrez faire vos investigations. Il souhaiterait porter plainte contre les 3 plus virulents qu'il a identifiés et X, les autres virulents que votre enquête pourra permettre d'identifier. Mais ils vont me regarder. Il me dit, hey, Monsieur Scholler, vous l'avez bien mérité. Regardez ce que vous écrivez. Vous aimez bien Poutine. Vous trouvez ça raisonnable? Vous avez pris la défense des Palestiniens de Gaza, alors qu'en France, tout le monde sait très bien que ces gens sont la peste et le choléra, à la fois, à côté du pays le plus moral du monde, à côté de l'armée la plus morale du monde. Vous avez mérité, monsieur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous êtes attaqué, c'est que vous l'avez mérité. Mais ce qui est étrange, c'est que moi, on va me dire ça.
où ma plainte va être classée rapidement. Enfin, on va me faire comprendre. Là, je parle d'un avocat. Au commissariat, on va me faire comprendre que c'est peut-être pas très matérialisé, que j'ai quand même pu me déplacer, que je suis pas encore sous perfusion tellement je souffre et que je me suis pas encore raté 3 fois d'une balle dans la tête ou j'ai pas encore de cicatrices et de scarifications. Donc, on a l'impression que je suis pas prêt au suicide. Cette loi sur le harcèlement, c'est quand même pour les gens qui pourraient se suicider. Alors que d'un seul coup, quelqu'un proche de la présidence d'un grand pays, voire même très proche de la présidence d'un grand pays, arrive. Non, en fait, elle n'arrive pas. Elle fait venir la police chez elle et elle dit voilà, c'est horrible, etc., etc. Je ne vous refais pas le truc. Mais les policiers, en 5 minutes, ils auraient dû lui dire mais madame, ce truc-là, on a fait une simple recherche sur Internet, ça démarre bien avant 2017. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont beaucoup de mal à savoir pourquoi il y a autant de mystères autour de la femme du président de la République d'un pays, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent, une puissance nucléaire, dont le président d'ailleurs est le seul président au monde à seul pouvoir décider d'appuyer sur le bouton rouge sans demander rien à personne. C'était même pas le cas pour ses prédécesseurs. C'est lui qui a fait pas à pas évoluer les lois pour avoir ce droit. Vous imaginez? D'ailleurs, vous dites, ça a été dit plusieurs fois au procès, quand on est surexposé, qu'on se surexpose pour une campagne électorale, etc., il faut accepter les mauvais côtés de la surexposition. Vous aviez raconté au président et à toute la cour que vous avez été marié une première fois avec une femme qui était la nièce de Bernadette Chirac. Bernadette Chirac a connu la surexposition et tout ce qui va, les bénéfices et les désagréments qui vont avec. Bernadette Chirac était quand même une des cibles préférées des Guignols. Un des sketchs la montrait en train de se masturber dans son sac à main. Elle n'a jamais fait de procès à personne. Pourtant, ce genre de sketch est assez vulgaire et dégradant. Mais, alors, il semblerait que si on parle à Bruno Gassio, il y a eu d'autres moyens de lui faire comprendre que son humour ne plaisait pas. Et ça a eu des conséquences sur sa vie. Bon, enfin bref. Et on a supprimé l'émission. Voilà. Mais pas tout de suite. Enfin, on l'a supprimé lui, avant de supprimer l'émission. Mais, et puis sans doute, il a été supprimé après avoir signé des papiers où il ne se rendait pas compte, où il ne pouvait pas imaginer qu'il allait être supprimé. Donc, parce que tout ça se passe avec des personnes qui anticipent complètement, puisqu'ils savent où ils veulent arriver. Il y a des tactiques. Le mec, puis ils ont des tactiques pour garder ce qu'ils veulent et supprimer ce qu'ils ne veulent pas, sans que celui qui va être supprimé puisse imaginer qu'il est sur le point d'être supprimé. C'est comme les nouvelles lois qui permettent de supprimer des choses, mais pas, parce que si c'était trop brutal, voilà. Vous savez. C'est graduel. L'IVG, puis. Il n'y aura jamais de PMA. Bon, bah, on est déjà presque à l'incubation de robots. Il n'y aura jamais de passe sanitaire. Voilà. Non, mais. On l'a vu. Et donc. Cette affaire des Guignols. Le mensonge est véritablement un art. Donc là, vous parliez de quelqu'un qui peut-être avait une vraie des grandes racines, entre guillemets, une vraie culture de l'histoire, une vraie culture de ce qu'ont été toutes les époques où l'aristocratie a été renversée. Certains disent pas forcément que par le peuple, mais par des personnes qui étaient infiltrées au milieu du peuple mais en réalité, le peuple a bougé avec un certain nombre de sollicitations ou naturellement. Pourquoi? Vous parlez de la Révolution 1789, française. Les réseaux potentiellement francs-maçons. Oui. Bah, on voit bien, de toute façon, il faudrait vraiment une émission complète là-dessus. Mais quand on a de la culture, on sait que les peuples sont comme des ressorts, en fait. On peut les écraser, les réduire au silence. À un moment, ça pète. Mais là, le système, il est beaucoup plus vicieux. En fait, les gens ne sont pas écrasés, ils n'ont pas le sentiment d'être écrasés. C'est Klaus Schwab qui le dit le mieux. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Macron, ce qu'il est en train de faire, c'est vous ne pourrez rien dire, mais vous serez
en sûreté et donc très heureux. Et c'est extrêmement astucieux, parce qu'en fait, depuis le début, il n'a rien fait d'autre que de censurer tous les médias qui le gênaient, que de donner énormément d'aide financière aux médias qui plaisaient bien. On se rappelle tous des 666 millions d'euros donnés au début du Covid. Un peu plus tard, il y a eu encore d'autres centaines de millions qui ont été donnés, mais comme c'était pas le chiffre 666, évidemment, mais bon, des 66,6% aux élections, les clins d'œil, etc., que de clins d'œil, la bête de l'événement, etc. Alors je sais qu'il ne faut pas parler de ça. Oui, mais c'est factuel, la vidéo existe. On a enlevé la croix et la Bible dans les palais de justice. Alors, si Dieu n'existe pas, ne me parlez pas du diable. S'il vous plaît. La laïcité, c'est chargé de les faire disparaître tous les deux. En revanche, manifestement, c'est pas le cas de toutes les religions. Mais bon, ça c'est vraiment un autre sujet, compliqué, délicat, intouchable, presque aussi tabou que l'affaire Macron. Mais moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est pas les tabous, c'est les mécaniques qui font qu'aujourd'hui, dans le monde, on a un tout petit pays de quelques millions d'habitants qui peut dire au reste du monde, allez vous faire foutre, votre droit, vos règles internationales ne s'appliquent pas à nous. Vous avez décidé de faire des enquêtes sur génocide, on s'en fout. Vous avez décidé de dire qu'il y a un mandat d'arrêt international contre notre Premier ministre, notre ministre de la Défense, eh ben ils vont se balader partout, à New York, à Budapest, à machin, parce que, rappelez-vous, le lieu où était censé aller Poutine, c'est quand même le premier lieu où est allé Netanyahou. C'est peut-être pas forcément une bonne idée d'aller dans ce pays-là, compte tenu de ça. Mais les gens oublient, en fait, parce qu'on leur raconte que Orban, il n'aime pas les migrants. Alors tous les gens qui sont inquiets sur les flux de migrants, ils adorent Orban. Puis, ah oui, il est étiqueté extrême droite. Oui, non mais il est étiqueté le modèle. Mais pas du tout, c'est pas du tout un modèle. Il faut parler aux Hongrois, c'est comme Millet, caractérisé comme un modèle. Il y a quasiment une révolution chez lui, mais pour calmer la révolution, les Américains disent, attendez, là, le pays, si vous votez pas bien, les 40 milliards, 20 plus 20, eh ben vous les aurez pas. Donc vous allez bien voter, parce que sinon la crise que vous allez vivre, à côté de la crise précédente, c'était rien du tout. T'imagines, tu dis aux gens, c'est pire qu'une guerre. Et puis en plus, les Argentins, ils voient ce qui est en train d'arriver au large du Venezuela. Parce que on peut croire que c'est du bluff, mais à un moment, 2 porte-avions, les 2 plus grands de l'armée, plus plein de destroyers, d'hélicoptères, de forces spéciales, de machins, ce qui est en train de se passer à Trinidad et Tobago, qui est, si vous regardez sur une carte, juste en face du Venezuela. Toutes les menaces. Vous croyez que c'est juste un poker menteur? Non, mais parce que ceux qui croient ça, quand Caracas va être comme Bagdad sous les bombes, sous prétexte qu'en fait, ils vont arriver avec une petite truc en disant, dans cette fiole, j'ai une pellicule où on voit, mais on ne peut pas vous la montrer, que Maduro est en train de remettre des sachets de drogue à quelqu'un qui était sur l'un des bateaux qu'on a détruit. Mais on a l'enregistrement de la personne sur le bateau qui dit à un copain, à sa femme, « Merde, je me suis fait avoir par Maduro, il ne m'a pas dit que les Américains m'attendaient là, etc. » Enfin, en fait, il crée les preuves qui volent. Armes de destruction massive, le virus, 3 tours qui tombent avec 2 avions, etc., etc., etc. En 2025. Mais le dire, c'est être complotiste. Les gens qui osaient évoquer la réalité de l'assassinat de Kennedy, on voit que là, il y a beaucoup de pièces qui sont sorties, et d'un seul coup, les thèses d'origine sont plus bonnes. Mais en réalité, il y a plein de gens qui s'en foutent, ils savent même pas que Kennedy existait. C'est tellement vieux pour eux. Non, mais pour eux, c'était un mec qui a embrassé Marilyn Monroe. C'est voilà. Glamour. Et c'est glamour. Et on est dans ce monde-là, dans lequel le couple le plus glamour de l'univers, c'est Brigitte et Emmanuel,
qui se flanquent des beignes à l'arrivée d'avions au Vietnam. Alors ça, l'Élysée a dit que c'était un fake créé par l'IA, et puis finalement non. Ouais, non, mais j'ai même pas envie de parler de ça. Oui. En fait, parce que je sais que tout ça, c'est du divertissement. Il faut se rappeler qu'ils se sont rencontrés, et c'est très symbolique, dans un théâtre, en tant qu'acteur et professeur de théâtre. Mm. Donc tout ça n'est que théâtre, et ils nous le disent depuis le début. C'est une mise en scène, avec un metteur en scène, ah non, je devrais plutôt regarder à mes pieds, voilà, diabolique. la fameuse bête de l'événement, bien sûr, diabolique. Alors on peut vraiment dire qu'il nous annonce la couleur dès le début. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Emmanuel Macron, il nous annonce toujours la couleur. Il nous dit les choses. Et il nous a dit récemment qu'il avait besoin de ses électeurs, de ses fans pour 2027 et 2032. Il l'a dit en public. Il sait très bien ce que ça veut dire. Et il y a des gens qui s'en régalent, qui sont déjà en train de voir comment ils peuvent faire. Est-ce que le président du Conseil constitutionnel français, qui a toujours dit qu'il était favorable à supprimer, maintenant que c'était plus un septennat mais un quinquennat, la limite du nombre de mandats. Richard Ferrand, qui considère que finalement le suffrage universel serait le bon moyen de prouver si les Français sont contents d'avoir le retour un peu sur le modèle de Trump qui disait arrêtez les affaires, si je suis élu, vous supprimez les affaires parce que ça veut dire que le peuple qui est souverain décide que je ne mérite plus d'avoir d'affaires sur le dos. Non, mais c'était ce qu'il disait. Et donc, on peut avoir quelqu'un qui dit laissons-le en compétition. C'est comme un référendum. De toute façon, il n'y a pas d'autres candidats. Personne n'ose être candidat. Puisque qui peut oser être candidat aujourd'hui quand on voit que les deux personnalités les plus importantes de l'opposition républicaine des 20 dernières années, c'est-à-dire François Sarkozy, François Fillon, sont François Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Oui, c'est son frère. Ouais. Oui. Nicolas Sarkozy. Ben oui, parce que ça collait pour moi. Je comprends. Nicolas Sarkozy et François Fillon sont tous les deux condamnés. En principe, l'un est en ce moment en prison ferme, mais il a plusieurs condamnations définitives qui lui valent d'un côté de plus avoir la Légion d'honneur, de l'autre de bientôt peut-être perdre le droit d'exercer en tant qu'avocat. Et l'autre vient d'apprendre par la CEDH qu'elle ne prenait pas en cause sa demande de considérer les condamnations dont il était l'objet. Et donc, on a ces deux personnages qui sont en prison, l'un est en prison et l'autre est condamné, et il va en savoir plus sur son sort sans doute dans les jours ou les semaines qui viennent, et il l'apprendra sans doute à un bon moment, dans un bon timing. C'est que on a vu cet épisode, le Cornu 1, le Cornu 2, le Cornu, hein. On vient de parler de diable, c'est quand même très étonnant. Évidemment, on peut considérer que c'est des coïncidences, comme vous dites. Mais voilà, il y en a beaucoup. Eh bien, ça a permis de mettre KO le bloc, entre guillemets, de gauche, entre les socialistes, LFI, etc., détruit. Donc là, avant que ce bloc puisse prétendre avoir autant de députés qu'il a pu en avoir, c'est mort, parce qu'en fait, ils ont pu les avoir. On connaît le système des législatives, scrutin majoritaire à 2 tours. Donc, pour avoir un député, il faut être capable d'alliance ou il faut avoir un très gros parti. Et à droite, où c'est pire, parce qu'ils avaient dit on ne veut pas de députés, et il y a 6 personnes LR qui sont dans le nouveau gouvernement, dont quelqu'un qui est éminemment important pour le parti, c'est Rachida Dati, et qui compte, entre guillemets, sur les voix du parti pour être élu maire de Paris. Donc, on voit bien cet imbroglio, mais qui est en plus déconcertant, puisque celui qui est censé être le chef du parti a été un ministre, entre guillemets,
pas un ministre principal, même pas un ministre secondaire. Enfin, dans l'ordre des ministres, il était peut-être le 5e ou 6e ou 7e du gouvernement Macron, derrière Emmanuel Valls, qui avait le titre de ministre d'État, un ancien Premier ministre, un peu c'est normal. Eh ben, il a été sorti. Mais il avait accepté d'être, entre guillemets, un ministre du gouvernement précédent et d'avaler plein de couleuvres. Quelle est la crédibilité de ce parti? À part qu'en fait, ils aiment la soupe et ils sont prêts, entre guillemets, parce qu'ils se sont disputés avant de décider de ne pas rejoindre le gouvernement. Et puis finalement, le gouvernement en question, il n'a pas été censuré. Donc on leur a fait un Le Cornuin, tac. Ils ont juste annoncé qu'ils allaient peut-être le censurer. Donc il a démissionné dans la nuit, sans même attendre. Mais vous ne croyez pas que c'était planifié tout ça? Qui croit que c'était pas planifié? Non mais voilà. Donc c'est une pièce de théâtre qui continue, mais qui a été extrêmement anticipée. Je vais juste vous raconter un point. J'en parlais à quelqu'un qui était traumatisé quand il entendait. Je vous ai dit dans les plaignants, et c'était pas avec un plaignant, c'était pendant ma marche. Il y a des gens qui sont pas forcément extrêmement aisés, etc. Vous avez fait un lapsus intéressant. Vous avez dit dans les plaignants, mais c'est les prévenus. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, c'est des gens qui se plaignent. Ils pourraient se plaindre. Mais non, mais ils le font. C'est comme des enfants, avec la maladresse d'un enfant. Ils se demandent ce qu'ils font là. Mais non, mais ils hurlent leur colère. Vous savez, un enfant, parfois, pour sa douleur, il va renverser quelque chose, il va casser quelque chose. C'est pas bien. Mais les parents qui aiment leur enfant savent qu'il crie sa douleur. Les manifestations en France, c'était autorisé. On n'était pas obligé de prévenir. Le matin, le patron arrivait, il apprenait qu'il y avait une grève. C'est interdit maintenant. Vous imaginez tous les droits qu'on a perdus? Vous annoncez que vous allez faire une grève de train, vous devez... Alors évidemment, c'est pas cool les grèves de train, ça prend la France en otage. Mais s'il n'y a pas de conséquences à une manifestation, il n'y a pas d'existence de la manifestation. S'il n'y a pas de douleur, si la douleur, elle est, entre guillemets, pas partagée par les Français, pour avoir une idée de la douleur des gens qui manifestent, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça d'ailleurs que les agriculteurs et les ouvriers, peut-être, ont été tellement supprimés dans notre pays. Parce que c'était eux qui étaient capables de colère. Ce n'est pas les gens qui sont fonctionnaires, ce n'est pas les gens qui sont en CDD et qui supplient pour que leur CDD soit renouvelé et pour continuer. Ça, ce n'est pas la réalité. Mais je vais juste dire un truc un peu personnel. J'étais très surpris. Vous savez, on se connaît depuis des années, Stéphanie. 2-3 ans. Et ouais, 3 ans, je dirais. Largement. Parce que je vous ai interviewé sur d'autres questions. Et vous avez écouté les réponses aux questions, etc. Et plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont dit « Mais c'est fascinant que tu sois ignoré comme ça par tous les médias, résistants, dissidents, etc. Mais depuis très longtemps. » Et je comprends pas parce qu'ils prennent des gens qui ont moins de choses à raconter, de façon moins intéressante, de façon moins claire, de façon moins exhaustive, qui peut-être montrent pas toutes les ramifications. Et pendant que j'en parlais, enfin pendant qu'on me posait la question à table, il y avait quelqu'un qui était une psychologue et qui, je trouve, qui s'intéresse beaucoup au fonctionnement de la dissidence, qui a observé beaucoup les différents acteurs, les différents médias. Et elle a dit quelque chose qui m'a un peu flatté, je dois avouer, mais qui était véritablement intéressante. Je vais le dire, je vais le partager, évidemment beaucoup de gens vont trouver ça insupportable. Elle a dit « Mais monsieur Schoeller, vous êtes tellement brillant, vous êtes tellement au-dessus de tous ces gens-là que par effet miroir, vous êtes détestable. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas supporter quelqu'un qui fait ce que vous faites, qui a sacrifié une vie qui était incroyable, dont ils rêvent tous, confortable pour matériellement, avoir une vie très différente dont eux souhaitent échapper, et qui eux ont trouvé dans ces médias, et on en parlait quand on a pris un café avant l'émission, et qui trouvent une martingale incroyable, eux, pour devenir riches en étant des médias dissidents, et qui veulent surtout pas que quelqu'un comme vous prenne un morceau du camembert, mais montre à quel point ils sont ridicules, insignifiants,
et marchand du temple, et menteur, et corrupteur, et acteur du système. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas inquiétés dans les poursuites et dans la plainte. Parce qu'ils sont parfaitement utiles au système. Ils sont même les plus utiles au système. Parce qu'en fait, dans ce filet, entre guillemets, des gens qui se posent des questions, eh ben, ils ont un rôle d'endormissement de quartier entier. Voilà pourquoi certaines chaînes, Toxin pour pas les nommer, en 2 ans, pratiquement 500 000 abonnés sur YouTube. Et ils osent dire tous les mois, on va nous censurer, on nous censure, on est en difficulté. Ils sont invités chez TF1, ils ont une interview de TF1. Mais ils se sont battus pour avoir l'interview de TF1. Ils étaient hyper contents. Et ils savaient, et TF1 savait aussi qu'ils allaient utiliser l'interview comme double kiss cool. Et puis c'était pas méchant. Quand on voit ce qui arrive par exemple à Aurélien qui parle 30 secondes à CNews, et ça se transforme en une mise à mort sur un plateau d'une grosse émission de matin avec Pascal Praud pour le citer, où Pascal Praud, Nolo et d'autres disent mais ces gens-là, il faudrait tout leur prendre, il faudrait les réduire à 0. C'est-à-dire qu'on a une vendetta d'un niveau extraordinaire qui rappelle les pires heures de toutes nos histoires à nous, Français, aux Américains, aux Russes, aux Palestiniens, etc., auxquels on a tout pris. Il y a eu un pogrom le 7 octobre, on va tout prendre aux Palestiniens pour les faire payer, y compris leur vie, pour beaucoup d'entre eux. Et d'ailleurs, ceux auxquels on ne prend pas la vie, on détruit la vie. Pour finir cet entretien, on peut quand même garder espoir dans cette cour qui a une grande responsabilité dans ce procès, dont le verdict va être rendu le 5 janvier 2026 à 10h30. Le président a peut-être pris la mesure de tout ce que vous lui avez dit, ça a duré 2 jours, ça a été très intense. Ce procès nous concerne tous finalement, puisque on peut dire que si vous êtes tous condamnés de manière différente, d'ailleurs vous allez nous rappeler ce que vous risquez tous les uns et les autres, c'est nous tous qui serons condamnés à avoir peur et à nous taire. Alors, je vais dire une chose, qui est une transition avec ce que je viens de dire. Si la plupart des médias, des grands gourous de la dissidence, ont été de véritables salopards, et je pèse mes mots, si les grands médias font exactement ce qu'on attend d'eux, eh bien, on a eu la chance, d'une part, d'avoir 10 prévenus qui courent pas mal de risques, mais qui ont été dignes, solides, qui ont répondu, en tout cas pour 7 d'entre eux qui ont été présents, debout. Et ceux qui n'étaient pas présents ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas présents, ou ont décidé, un peu comme ceux qui votent blanc, de s'abstenir, de considérer que tout était joué d'avance et qu'ils ne voulaient pas se prêter à ce théâtre. Parce que c'est un message très fort, que quelqu'un refuse de venir et refuse de se faire représenter. C'est une manière de dire, moi, franchement, tout ça, vous n'allez pas m'écouter, vous n'allez pas, donc ça ne sert à rien. Mais il s'est passé pas mal de choses dans ce procès. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je vais l'écrire de façon détaillée dans mes lettres Substack, que j'espère qu'un certain nombre de personnes qui regardent auront envie de lire, parce que c'est important pour moi, et c'est vraiment de plus en plus important. Et d'ailleurs, on trouvera cette émission sur nos 2 chaînes. Il faudrait voir comment on synchronise à quelques heures près ou à quelques. Mais je voudrais qu'elle. Oui, bien sûr. Et puis il y aura la cagnotte en dessous pour éventuellement supporter les frais de justice. Mais comme l'a dit Maître Brouza, comme l'a dit Maître Brossolette, comme l'a dit Maître Dangléan, comme l'a dit Maître Bertrand, etc., comme l'ont dit tous les avocats, c'est peut-être le procès le plus important depuis très longtemps de l'histoire de France. Et c'est pour ça que je disais que les médias dissidents sont des salopards, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de parler de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe partout. Il faut surtout pas parler des moutons noirs que sont Zoé Sagan et Bertrand Cholet. Parce qu'en fait, on est devenus les moutons noirs. Lui, je ne vais pas dire pourquoi, moi, je ne sais même pas pourquoi, je l'ai évoqué tout à l'heure. Parce que vous aviez les plus gros comptes, vous êtes ceux
contre qui il est requis le plus? Vous pourriez dire les peines requises? Alors, contre Zoé, c'est 1 an avec sursis, 1 an de prison avec sursis, 5 000 € d'amende, 8 000 €, pardon, 8 000 € d'amende, et la suppression pendant 6 mois de tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est 6 mois et 3 000 € d'amende. Je ne sais plus si c'est requis pour les réseaux sociaux. Je dois avouer que... À suspension, si. Ouais, bon voilà. Mais c'était tellement délirant que, enfin, vous savez, c'est même pas qu'on est KO, c'est qu'on est dans un théâtre. Donc, après avoir entendu tout ce qui avait été entendu avant que ce soit annoncé, même si c'était avant les plaidoiries des avocats, mais... Ça commence à 3 mois pour les personnes dont les comptes... Non, il y en a même travaux d'intérêt généraux. Oui. Mais on a eu donc des avocats qui ont vraiment préparé avec passion, avec sérieux, avec justesse, en essayant de s'entendre les uns les autres pour qu'il n'y ait pas de répétition, surtout pour qu'il n'y ait pas de division entre nous. Parce qu'en fait, le risque dans ces moments-là, c'est qu'en fait, on fasse le job pour ceux d'en face, qu'on se déchire, que les gros comptes se déchirent les uns les autres en disant mais pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi plus, pourquoi moins, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi pas un tel, pourquoi pas... Même si c'était important de poser les questions logiques. Pourquoi un petit compte qui retweet un grand compte est là et pas le grand compte? Qui a fait des millions de vues? Qui est le plus virulent? Est-ce que c'est le grand compte ou le petit compte? Quel est le plus nuisible? Ouais. Ah, le petit compte, il a fait une faute d'orthographe en reprenant les mots de celui du dessus, c'est plus virulent parce que ça choque la faute d'orthographe. Ça choque. Ça rajoute de la virulence. Mais il était vu par 2 personnes. L'autre a été vu par 400 000. Ah non, le plus virulent, c'est celui qui était vu par 2 personnes. C'est ça qu'on a décidé de retenir. C'est incroyable. Mais comme je disais, ces salopards, moi je leur demande pas de m'inviter, je veux même pas les voir. Ils étaient tellement contents de pas être tombés dans le truc. Et maintenant, ils recommencent à parler de leurs petits trucs, de leur petit business, de leurs petits machins. Ils ont d'autres sujets pour bien garder leur troupeau. Vous parlez des médias indépendants qui étaient absents, qui auraient pu venir vous soutenir. Mais qui ont fait leur beurre aussi à cette époque-là sur cette affaire, qui continuent distraitement en disant « moi j'en parle comme un journaliste, j'en parle comme un comique ». Puisqu'ils ont vu que les comiques, depuis 2017, n'avaient jamais été inquiétés, que le Canard avait jamais été inquiété, que les grands médias qui présentent les mêmes photos ne sont pas inquiétés. Donc ça veut dire qu'il y a des règles qui font qu'on n'est pas inquiété, des règles qui font qu'on est inquiété. Et donc, ils ont compris. Et donc, en fait, c'est le lynchage aussi des petits, c'est les petites formules. Finalement, c'est les comptes pas sérieux. On les sait bien, c'est des comptes dans lesquels... Par ailleurs, il y a beaucoup de fake news. C'est des comptes de gens qui croient au diable. C'est des gens qui croient trop à l'intelligence artificielle. C'est des gens qui croient trop à des complots bizarres ou qui présentent des bits sur Internet ou qui présentent des machins. Puisque c'était un peu ce qui est arrivé avec Zoé. Il avait été interdit parce que plusieurs fois, il avait montré des sexes de personnes. Donc, ça tombait bien, puisqu'il y a une affaire de sexe, entre guillemets, de genre ou de sexe dans l'affaire Macron. Et donc, abandonné en rase campagne par les gens qui, en réalité, sont le plus concernés par ce qui se passe. Et je voudrais, en mot de la fin, enfin, il y en aura peut-être un autre que vous me poserez, non, très bien. Mais il y a un livre de Cressman Taylor qui s'appelle « Inconnu à cette adresse ». Eh bien, je voudrais bien que tous ces salopards qui ont des grands médias de la dissidence lisent ce livre et comprennent que ce qui est en train de se passer va leur retomber dessus d'une violence inimaginable, mais petit à petit. Nous, ça nous est tombé dessus avec beaucoup de brutalité. Et on le vit, on le porte, et on va avoir ce fardeau pour très longtemps, pour le restant de nos jours. On est mis en pâture, entre guillemets, dans tous les médias, et on est, entre guillemets, abandonné par ceux qui ont peut-être provoqué l'affaire, qui l'ont rendu plus grand, qui en ont fait des centaines ou des milliers de tweets pendant toute cette période. Mais j'ai pas envie de les dénoncer. Bah, ça m'intéresse pas. Oui, les interviews de Xavier Poussard ont fait beaucoup de vues.
Oui, mais moi, je parle. Et d'ailleurs, son livre est inattaquable. Parce mais que d'autres, bien sûr. Xavier, lui, il est allé sur ces grands médias faire beaucoup de vues, en fait. Et puis, il a été repris par beaucoup d'entre eux, et puis beaucoup ont eu beaucoup de vulgarité, etc., etc. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ces gens-là, qui, entre guillemets, ont eu la chance de ne pas gagner au loto de la rafle, auraient pu avoir un peu de solidarité, auraient pu s'intéresser aux cagnottes des prévenus. Comment tout ça a été financé? Tous ces avocats qui sont venus défendre pour essayer de sauver la liberté d'expression. Il n'y a pas une seule chaîne qui a dit, pas un seul média, pas aucun, même pas Rémi de Juste Milieu. Même pas Rémi de Juste Milieu, qui en ce moment explique à tout le monde qu'il est celui qui est indépendant. Et il est en train de laisser, entre guillemets, des personnes comme moi qui ont été importantes, qui lui ont fourni des articles. Et s'il nous écoute, il peut peut-être tendre la main. Mais j'avais sollicité Rémi en disant, comme toi, quand tu m'as contacté en disant, est-ce que tu veux que je parle de ton affaire? Rien du tout. Rien du tout. À cette époque-là, il considérait comme très important de passer chez Idriss Aberkane, de passer chez Toxin et de rester bien, entre guillemets, dans cet environnement confortable. Et j'en veux pas à Rémi. Je comprends très bien. Il a un spectacle important, il a de plus en plus de revues, de plus en plus de projets, de plus en plus d'ambition, et c'est très bien. Rémi est quelqu'un de bien. Il nous tendra plus la main après avoir vu cette interview. Mais j'ai l'impression d'avoir été abandonné par quelqu'un que je considérais comme une personne fiable, comme un ami. Et j'ai vraiment... Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément déçu. Je comprends. Énormément déçu. Parce que c'est pas n'importe qui pour moi. C'était quelqu'un vraiment pour qui j'avais une haute estime et pour lequel maintenant je me pose des questions. Il a du talent. Et c'est dur pour moi de me poser des questions. Parce que vous savez, Stéphanie, on se connaît depuis pas mal d'années, vous avez vu. Je pense pas être quelqu'un qui est très... Enfin, je suis pas dans le conformisme. Je suis pas dans la compromission ou autre. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas sacrifié tout ce que j'ai sacrifié pour être dans les compromis avec des misérables, avec des salopards, avec ce que j'appelle depuis longtemps des marchands du temple, mais qui n'a pas été finalement mesuré par les gens qui font leur audience, par les gens qui font leur succès, par les gens qui font leur autorité intellectuelle. Et vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai accepté de parler uniquement à un petit média, sur X en tout cas, petit média qui est un vrai média, qui a une histoire, et qui s'appelle Nexus. Oui. Pourtant, j'ai jamais été invité par Nexus. Je l'ai vu, oui. Jamais invité sur leur chaîne. Ils m'ont jamais invité à leur soirée. Ils m'ont jamais invité à rien. Sauf que la personne qui m'a proposé de parler, j'ai eu l'impression qu'il me respectait. Je le connaissais pas. Je sais toujours pas qui c'est. Mais la manière avec laquelle il m'a abordé, il y avait du respect. Il m'a parlé de quelqu'un d'autre très important dans sa chaîne. Il m'a donné un nom que j'avais déjà entendu, etc. Marc Daoud. Exactement. Mais ça n'avait aucune importance. Le name dropping, je m'en foutais. Puisque Marc Daoud, puisque vous citez, je l'ai croisé d'ailleurs, je crois, dans une émission chez vous où j'ai entendu son nom. Oui. Mais il m'a jamais invité. Pourtant, je suis pas un petit conte, je suis pas quelqu'un d'anecdotique, entre guillemets. Bah, ça viendra peut-être, là, une invitation. Mais c'est pas ça l'important. C'est qu'en fait, il faut respecter les gens. Dans leurs différences. Respecter les gens dans leurs différences, dans leur intégrité, etc. Et je vais pas le citer, mais il y a un avocat qui était là, qui est un peu... Deux d'ailleurs. L'autre me l'avait dit déjà il y a quelques semaines. 2 avocats. Une avocate et un avocat. Et les deux m'ont dit la même chose. Je vous connaissais, je vous suivais, etc. Bon, mais à chaque fois que je parlais de vous, les gens auxquels je parlais de vous étaient extraordinairement négatifs dans la dissidence. Et là, je vous ai vu, je vous ai écouté, je vous ai regardé, mais j'écouterai plus jamais les personnes qui m'ont dit ça. C'est des menteurs, c'est des escrocs intellectuels. Et les 2 avocats en question
n'ont plus arrêté pendant les 2 jours de venir me dire bonjour, ça va, des grands sourires, il faudra qu'on se revoie, etc. Parce qu'en fait, hein, d'un seul coup, ils ont réalisé que la raison pour laquelle ils aimaient bien me suivre, regarder à distance, etc., c'est que ça les intéressait. Ils le ressentaient. Mais invariablement, les gens qui avaient pignon sur rue leur disaient « Ah non, non, pas lui! Surtout pas lui, vous vous rendez pas compte !» Et là, d'un seul coup, ils se disent « Putain, mais c'est pas possible. Le mec est droit. Il est honnête, il est courageux, il est machin, etc. » Et je dis pas ça pour me flatter, parce que j'en ai rien à foutre. Vous avez bien compris que si j'avais envie de me flatter, je serais pas, entre guillemets, dans ce monde, je serais dans un autre monde, dans lequel, naturellement, bref. Donc, mais mesurez l'escroquerie de cette dissidence. Mesurez-la, ouvrez les yeux. Et demandez-vous pourquoi ces gens qui vous disent tout le temps que les algorithmes leur nuisent ont des centaines de milliers d'abonnés et ça croît, voire des millions d'abonnés, mais ils vous expliquent qu'en fait, ils ne sont pas aimés. Ils font des millions de vues, ils vous disent c'est pas aimé. Ils vous annoncent tous les jours, on a battu les records, on a fait 20 millions ce mois-ci, la plupart de nos vidéos importantes font plus de 200 ou 300 000 vues, etc., etc. C'est de l'escroquerie intellectuelle. C'est, vous savez, un peu comme dans le livre de la jungle, car et confiance, et confiance. Et puis c'est comme des boas, ce que vous me disiez tout à l'heure, ils vous entourent, et puis à un moment, vous allez réaliser qu'en fait, ils vous ont pris comme des crabes entre les grands médias, eux, et ils vous ont détruit. Parce que si vous regardez le modèle qu'ils représentent, c'est exactement le modèle qu'ils sont capables, qui critiquent et qui reproduisent totalement. Voilà. Et pour le procès, on garde espoir? Moi, j'ai dit que je faisais confiance en la justice. Donc, je fais confiance à la justice. Oui. Mais il y a une question. Quelle justice? Moi, je fais la confiance totale dans la justice divine. Totale. Donc, comme je disais, mon cas personnel, franchement, si j'étais un Palestinien, j'en aurais rien à foutre de ce procès. J'aurais envie d'un verre d'eau. J'aurais envie d'une nuit de silence. J'aurais envie d'entendre des enfants jouer, des oiseaux dans les arbres, entendre un chien, un chat, etc. J'aurais même pas envie de savoir quelle est... Donc moi, franchement, par dignité, voilà, la justice divine, parce qu'elle est beaucoup plus large que les cas personnels. Et voilà. Donc moi, mon procès, franchement, n'a aucune importance. Mais le fait de mettre en garde et de rappeler ce livre de Cressman Taylor, Inconnu à cette adresse, je vous assure, c'est super important. Un grand merci Bertrand Scholler. Merci Stéphanie.